Je vais commencer évidemment non pas par la lettre A, mais en bonne analyste avec la lettre alpha, puisqu'il s'agira de la tragédie et de la tragédie grecque comme agone. Donc pas exactement la tragédie comme sport de compas, mais la tragédie comme poésie et comme poésie agonale. Donc rien sur le héros ou sur l'héroïne tragique, rien non plus sur le destin tragique, rien encore sur le tragique, mais un aspect ignoré ou un aspect très peu connu de la tragédie grecque telle qu'elle était représentée au Ve siècle à Athènes, c'est-à-dire donc le contexte est ce contexte agonal de ces représentations tragiques au théâtre de Dionysos que vous connaissez, dont vous avez certainement vu les restes au pied de l'Acropole, avec pour conclure quand même un impact sur la portée civique, civile aussi, et en tout cas culturelle de la tragédie attique. En guise de prélude, je vous propose de consulter avec moi une stèle. Le texte d'une stèle, c'est la célèbre chronique dite du marmore parium, c'est-à-dire le marbre de Paros. C'est une stèle qui a été donc consacrée sur l'île de Paros, dominée encore à cette époque par Athènes, exactement en 264 avant notre ère. Et c'est en somme une chronique historiographique qui déroule les événements, tous les événements qui ont marqué l'histoire d'Athènes de ses origines jusqu'au moment de la consécration de cette stèle en marbre, naturellement, c'est-à-dire en 264. Tout naturellement, cette chronique commence avec le règne du roi primordial, du roi fondateur, non pas d'Athènes, mais du roi fondateur de l'Attique, c'est-à-dire Cécrops, qui a donné son nom à la région, Kekropia, qui deviendra plus tard l'Attique. Mesuré selon notre chronologie, il s'agit de l'année 1581. Or, il s'avère que ces événements qui ponctuent, qui en quelque sorte font l'histoire d'Athènes, qui ponctuent également sa chronologie, correspondent non seulement à des actes politico-militaires, mais aussi à des faits d'ordre poétique, ou, devrais-je dire, en entendant naturellement le terme au sens grec du mot, d'ordre musical, de l'ordre de l'art des muses de manière générale. Ainsi, par exemple, sous le règne d'Érectée, un autre roi légendaire d'Athènes, après l'intervention de Déméter à Éleusis, elle-même, la déesse, l'institution des mystères est attachée à la reprise des poèmes de Musée, Musée qui est présenté soit comme le fils, soit comme l'élève d'Orphée lui-même. Au milieu du VIe siècle encore, on mentionne naturellement la tyrannie de Pisistrate, et cette tyrannie de Pisistrate est attachée non seulement à la théorie envoyée à Delphes par Crésus, non seulement à la prise de Sardes par Cyrus, des événements à l'évidence historiques, mais aussi par l'intervention d'un poète dont le nom est Thespis. Et je vous traduis ici, le texte est un peu fragmentaire, la notice qui concerne l'intervention de Thespis, elle est intéressante pour notre propos ici. Thespis, le premier, a donné la réponse à un chœur. Il a enseigné,
Et puis la lacune, il a enseigné sans doute une tragédie, et Didaxé, il a mis en scène un drame, drama, et comme prix, et le terme employé, tenez, il commence là aussi par alpha, c'est athlon, comme prix, a été institué un bouc. Et le terme grec pour le bouc, c'est tragos, qui probablement entre dans la composition du mot tragédie, tragodia, le chant du bouc. Indépendamment de la probable étymologie de tragodia comme chant du bouc, indépendamment des spéculations sur l'origine sacrificielle de la tragédie, sont à relever ici d'emblée, pour notre propos, l'intervention du poète tragique comme acteur, d'une part, mais aussi comme metteur en scène de son drame, de son drama, et surtout, en ce qui nous concerne, l'institution d'un prix qui présuppose d'emblée un concours. Plus avant encore, dans la chronique, les poètes ont une place de choix. Par exemple, Simonide, on parle de sa victoire, d'une victoire d'ordre poétique qui suit immédiatement la bataille de Marathon. Et Échille est naturellement mentionné dans cette chronique aussi, Échille désigné comme poétesse, comme créateur, comme poète créateur, dont la chronique nous dit qu'il a pris part, et le terme ici c'est sun egonisato, donc qu'il a pris part au concours, à la joute, mais il ne s'agit pas du tout d'une joute poétique, ici il s'agit de, on est en 490, il s'agit de la bataille de Marathon. Donc Échille directement engagé, non pas dans le cas particulier en tant que poète, mais comme soldat dans la bataille de Marathon. Un poète, des chœurs, une mise en scène, par ce terme de didaskein, une pratique agonale, ce sont donc les traits qui caractérisent de manière interne, de manière, devrais-je dire, indigène, la performance athénienne des tragédies, telle qu'elle est, par exemple, mise en scène dans les grenouilles d'Aristophane. À la fin des grenouilles d'Aristophane, on assiste à un concours, à un véritable agone entre Échille et Euripide, avec comme arbitre, vous le rappelez sans doute, nul autre que le dieu, que Dionysos, auquel ces concours tragiques sont consacrés. Et de fait, le marbre de Paros est ponctué pour le Ve siècle de moments marquants en tragédie, avec toujours une allusion au concours. Par exemple, en 485, la première victoire d'Échille pour la tragédie, une tragédie qui n'est pas, dont le titre n'est malheureusement pas mentionné. Bien. Or, si la tragédie attique ne saurait remonter à un premier sacrifice du bouc, si elle ne saurait être considérée comme l'expression même d'une crise sacrificielle, ça c'est la thèse soutenue par René Girard, il n'en reste pas moins qu'en tant que performance, et performance de poésie que j'appelle la poésie mélique, on dit plus traditionnellement poésie lyrique, la tragédie classique est traversée par une dimension rituelle qui lui est constitutive. Et j'aimerais vous en donner quelques éléments ici, en me concentrant naturellement sur les aspects agonaux. Qu'en est-il donc de cette tragédie en tant qu'acte rituel agonal? Ici, si vous me le permettez, quelques rappels élémentaires. La tragédie, comme performance musicale au sens naturellement large du terme, s'insère donc dans une tétralogie, 3 tragédies en séquence,
par exemple l'Orestide d'Eschyle, et puis ensuite un drame satirique, par exemple le Cyclope d'Euripide. Rappelons, deuxième point, que la mise en scène chantée de la tétralogie est elle-même en concurrence, à l'occasion du grand concours musical qui est consacré à Dionysos, avec la performance de deux autres tétralogies. Ce concours, Agone, était donc placé sous le contrôle de l'archonte éponyme. L'archonte éponyme, l'un des trois magistrats essentiels qui dirigent la politique d'Athènes et qui dit naturellement le caractère politique de la représentation des tragédies. Autre élément, cet archonte, en particulier ici l'archonte éponyme, ça veut dire l'archonte qui donne son nom à l'année en cours, à l'année de sa fonction, l'archonte accorde à trois, parmi différents poètes candidats, le chœur qu'il demande, le groupe choral, et il sollicite lui-même par trois fois un chorège pour chacun des poètes choisis, un chorège qui est disposé à financer dans chaque cas la représentation tragique, la mise en scène tragique par le poète lui-même. Or, ce Mousikos Agone tragique correspond à un temps et à un espace spécifique. Du point de vue de sa temporalité, le concours des trois tétralogies tragiques s'insérait à Athènes donc dans cette grande célébration musicale qu'on appelait ou bien les grandes Dionysies, mais aussi les Dionysies dans la ville ou les Dionysies de la ville. Ce festival s'étendait donc sur 9 jours, en une période qui coïncidait plus ou moins avec, dans notre calendrier, avec la fin du mois de mars, le début du mois d'avril. Et de fait, selon Thucydide, la célébration de ces Dionysia ta Astica avait en effet lieu à la fin de l'hiver, à ce qui représentait pour les Grecs du 5e siècle la fin de l'hiver, marquant donc évidemment le début du printemps. Le festival était ouvert, ça n'est pas indifférent, par un pré-concours, à l'occasion duquel les poètes et les acteurs étaient présentés au public, et c'est à cette occasion-là aussi qu'était annoncé le programme des compétitions. Les Mousikoi Agonès, à proprement parler, débutaient avec un concours de dithyrambes, c'est-à-dire que 10 groupes choraux de 50 chanteurs adultes, des choreutes, qui représentaient chacune des 10 tribus de l'Attique démocratique, à tour de rôle, chantaient un poème, un long poème, souvent un poème narratif, composé par un poète tel Bacchylides ou Pindare. Puis c'était le tour de 10 chœurs de 50 jeunes adolescents. Chacun d'eux est financé, exactement comme les chœurs d'adultes d'ailleurs, par un chorège singulier. Suivait la compétition des 5 comédies, soutenues chacune par un groupe choral de 24 chanteurs, pour déboucher sur les 3 journées finalement consacrées aux tétralogies. On en revient à la tragédie. Pas besoin d'être un grand mathématicien pour parvenir au chiffre de 500 païdes, 500 adolescents, et de 665 chanteurs adultes pour une compétition musicale s'adressant à un corps de citoyens estimé à 40 000, à peu près 40 000 à l'époque classique, avec environ 6 000 Athéniens
peut être athénienne. La question est toujours controversée, celle de la participation des femmes aux grandes Dionysies, au spectacle des grandes Dionysies, simil-athéniens en tout cas, qui participaient à l'Ecclésia et qui probablement participaient aussi à ce grand Mousikos Agone. C'est dire que parmi les citoyens et leurs fils, une partie importante de ce corps social prenait une part musicale, agonale aussi, active dans la célébration des grandes Dionysies. Dans le calendrier cultuel athénien, de plus, ces Dionysies dans la ville représentent la célébration la plus importante avec le festival civique, le festival religieux que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire les Panathénées qui avaient lieu en l'honneur évidemment d'Athéna Pallas au cœur de l'été. C'était l'inauguration à la fois politique et religieuse de l'année nouvelle, l'année qui pour les Grecs, en tout cas pour les Athéniens, commençait en plein été. Or, les Panathénées étaient marquées, elles aussi, du point de vue musical, par un concours. Non pas un concours de tragédie, mais un concours de rhapsode qui est mentionné à plusieurs reprises par Platon et dans lequel on récitait en concurrence ce que nous connaissons comme sous la forme des poèmes homériques, des grands poèmes épiques. Quant à la célébration agonale des concours des grandes Dionysies, en contraste avec les concours de rhapsode, ils sont essentiellement de conception chorale. Spatialement encore, rapidement, je vous rappelle que le théâtre adossé à l'Acropole, dont nous visitons les restes aujourd'hui, date principalement de la deuxième moitié du IVe siècle. Le théâtre classique, le théâtre du Ve siècle, quant à lui, date sans doute du début du Ve siècle, d'une part des gradins aménagés sur la pente de l'Acropole, probablement prolongés par des bancs de bois, par ailleurs une orchestra, une aire chorale de forme arrondie, et puis enfin une scène en bois qui était sans doute située au même niveau que l'aire chorale. Cette skène, qui était à l'origine une simple tente, est habillée en un édifice où se déroule la partie de l'action tragique qui ne peut être montrée. Et c'est devant elle que les acteurs évoluent, que les acteurs déclament, que les acteurs chantent aussi, en dialogue avec le groupe choral qui chante et danse au même niveau que les acteurs. C'est tout à fait essentiel. Au tournant du Ve siècle, donc, à l'issue des réformes de Clisthène, les performances musicales de dithyrambe et de tragédie furent déplacées d'une aire chorale qui s'appelait déjà l'orchestra, qui se trouvait sur l'agora, vers le sud de l'Acropole, là où se trouvent maintenant encore, naturellement, les restes du théâtre de Dionysos. À vrai dire, de Platon à Diogène Laërce, aucun des témoignages qui font de Thespis l'inventeur légendaire de la tragédie n'attache explicitement à Dionysos et à son culte le spectacle partagé entre le poète d'un côté, en tout cas à l'origine, et le groupe choral. Quant à elle, la notice biographique de la Souda, une espèce de petite encyclopédie de l'époque byzantine, indique que le premier, ce Thespis, que mentionne naturellement aussi le marbre de Paros, récita la tragédie face au chœur
en s'enduisant le visage de céruse, ce qui est une première forme de masque, le masque que par la suite vont porter et les acteurs et également les choreutes. Mais dans cette mention, il n'y a pas la moindre allusion à celui qu'on a qualifié comme étant le dieu masque, c'est-à-dire à Dionysos. En revanche, la référence est régulière dans tous ces témoignages de biographies légendaires aux chants et aux danses du groupe choral. Et dans cette tradition biographisante, on citait un vers d'Aristophane, un vers que Aristophane aurait placé dans la bouche d'Échille, dans une comédie qui ne nous est pas connue, ou dont le texte en tout cas ne nous est pas parvenu. Le poète tragique s'y serait vanté d'avoir créé les figures de danse pour des chœurs dont il assumait lui-même la chorégraphie. La même tradition réfère à la voix du poète et du chanteur tragique Phrynikos, un vers choral qui faisait aussi allusion à la production de figures de danse. Ceci donc pour indiquer que le poète tragique, Échille, Sophocle, Euripide, dans le cas particulier aussi leur prédécesseur Phrynikos, est conçu comme un chorodidaskalos, c'est-à-dire donc comme un maître du chœur, et un maître du chœur qui agit dans un concours qui est évidemment un concours musical. Tout cela, naturellement, deuxième point, n'enlève rien au caractère rituel, sinon cultuel, des performances de tragédie. En effet, j'ai un problème maintenant avec le temps et la lecture de l'horloge dont on m'a dit qu'elle ne fonctionnait pas. Il est 6 heures. Il est 6 heures et j'ai jusqu'à 6h20 qu'on est un 6h20, à peu près. D'accord, volontiers. Très bien. Alors ça oui, on est troublé par le fait que la pendule ne fonctionne pas. Oui, bon. Alors, et puis je n'ai pas regardé exactement quand j'avais commencé. Bien. Okay. Je continue donc sur ces éléments de rituel et de culte qui encadrent en quelque sorte ce concours musical de dithyrambe, de comédie et naturellement de tragédie. En effet, ce grand Moussikos Agone, avec ses 3 volets, est introduit par une grande procession qui répondait au déroulement de la Pompée, de la procession la plus cultuelle qui soit. Une reconstruction récente, à partir d'une information d'ailleurs aussi hétérogène que partielle, permet de s'imaginer pour le 5e siècle le scénario suivant, en 3 temps principaux. Le jour précédant le premier concours musical, la statue du dieu était retirée du sanctuaire de Dionysos Eleutéreus, au pied de l'acropole, et Pausanias précise à ce propos que l'enceinte de ce sanctuaire incluait le théâtre, comportait 2 petits temples. L'un était consacré à la statue de Dionysos, Dionysos Eleutéreus, Dionysos le libérateur, Dionysos auquel le concours musical est consacré, alors que l'autre temple, plus récent, présentait une statue recouverte d'ivoire et d'or qu'avait sculpté Alcamenès, qui était un élève, un rival d'ailleurs aussi, de Phidias, et qui présentait plusieurs tableaux. Parmi ces tableaux, le fameux épisode du rapt par Dionysos
d'Ariane, Ariane endormie, alors que Thésée quitte Naxos. Cet ensemble de représentations illustrées représentait aussi bien certains des mythes fondateurs du culte rendu à Dionysos que la relation spécifique entretenue par le dieu avec la cité d'Athènes, et ceci en particulier par le héros, ce héros fondateur de la cité démocratique qu'est Thésée. C'est dire que ces différentes fresques tendaient à insérer Dionysos, sur le mode iconographique en l'occurrence, au centre même de la cité. Sa biographie, désormais, vit auprès de l'Acropole. D'autre part, l'ancienne statue du dieu, peu avant le concours musical, était transportée dans un petit temple auprès de l'Académie. Pausanias, encore lui, mentionne ce sanctuaire en précisant que la statue de Dionysos Eleutéreus y était conduite chaque année à une date fixe qui correspond avec le début du festival. Suite à ce premier déplacement, suite à un sacrifice, des inscriptions plus tardives nous indiquent que la statue de Dionysos était ensuite reconduite dans le théâtre à la lumière des torches. Elles ajoutent aussi qu'un taureau était sacrifié au dieu. Il est possible d'identifier l'autel sur lequel avait lieu ce sacrifice. C'est un autel qui figure sur l'agora auprès de l'autel des 12 dieux. Et c'est là qu'aurait eu lieu non seulement le sacrifice du bouc, j'y reviens, mais surtout ce qu'on appelle le xénismos, c'est-à-dire l'accueil rituel de Dionysos de retour dans l'enceinte de la cité. Et puis, il y a la fameuse procession qui est évoquée notamment par Démosthène, attestée dans de nombreux documents épigraphiques, la procession qui conduisait différents corps de la cité d'Athènes vers le théâtre pour assister aux représentations, au chant des dithyrambes, aux représentations des comédies et aux représentations des tragédies, avec des groupes de métèques, avec des groupes de citoyens, avec des groupes de femmes aussi, et naturellement avec les chorèges qui avaient financé les mises en scène auxquelles le public allait assister. Ainsi donc, autant du point de vue de l'insertion cultuelle dans l'espace et dans le temps, que dans les récits qui rendent compte sur le mode étiologique de la célébration des grandes Dionysies, les concours musicaux forment l'essentiel du festival dédié à Dionysos Eleutéreus. Ils relèvent de la pratique religieuse, en particulier d'une pratique rituelle attachée à la performance chorale. Rappelons encore que, et c'est un point essentiel, le dernier acte des grandes Dionysies consistait en une assemblée du peuple, une ecclésia qui exceptionnellement n'avait pas lieu sur la Pnyx, mais qui avait lieu dans le théâtre de Dionysos lui-même. C'est un peu plus tard, à l'occasion d'un festival qui était d'ailleurs dédié à Zeus, qui s'appelle les Pandias, on examinait d'une part le déroulement de la fête sous la responsabilité de l'archonte en chef, qui devient plus tard l'archonte éponyme que j'ai mentionné, et d'autre part, on examinait aussi les plaintes de ceux qui avaient été les victimes d'une
transgression des règles qui présidaient au bon déroulement de la célébration, cette célébration festive qui avait pour nom Héorté. On trouve ça notamment chez Platon. Et c'est par exemple Démosthène qui, dans la fameuse plaidoirie dirigée contre Médias, dénonce les violences dont il a été la victime de la part de ce citoyen qu'est Médias à l'occasion de sa propre chorégie, Démosthène, donc, qui avait financé une représentation tragique et qui avait été l'objet d'un bravo, probablement ce Médias contre lequel il dirige son discours. Et il cite à ce propos une loi qui date probablement de la fin du Ve siècle, qui prescrit la tenue de cette ecclésia, de cette assemblée publique, en Dionysu, c'est-à-dire dans la maison de Dionysos. L'ordre du jour de cette assemblée extraordinaire dit doublement le caractère religieux des grandes Dionysies et de son Moussikos Agone. L'examen public sera en effet d'abord celui des hiéras, c'est-à-dire celui des pratiques rituelles, dont j'ai décrit les plus importantes d'entre elles, et puis l'examen, je viens de le mentionner, des plaintes au sujet des irrégularités constatées durant le concours des Dionysies, ceci pour bien insister sur le caractère rituel, sinon cultuel, de ces Moussikoi Agones. La célébration cultuelle est désignée non seulement comme un ensemble de concours musicaux, dans ce cas-là, mais aussi comme une procession. Donc, et je m'achemine vers ma conclusion, pas d'essence dionysiaque de la tragédie attique. Là, d'une controverse où l'on a trop souvent superposé trois problèmes qui sont au fait des problèmes distincts. La question des relations des tragédies connues avec la figure de Dionysos et les cultes qui lui sont rendus, le problème des aspects rituels d'une tragédie dont la performance agonale se situe dans le sanctuaire théâtre consacré à Dionysos et physiquement, géographiquement, le mur du sanctuaire inclut le théâtre dont vous voyez encore quelques gradins sculptés dans le rocher de l'acropole de nos jours, et puis finalement la question complexe des affinités entre les représentations tragiques, les institutions politiques particulières qui sont celles de la démocratie athénienne avec son idéologie. Aussi bien le rituel dans la tragédie que la tragédie comme rituel représentent une autonomie certaine vis-à-vis du culte dans lequel la performance tragique est insérée. Il n'en reste pas moins que cette performance poétique et musicale est organisée en un agone et qu'elle présente par là même un fort caractère rituel et religieux. C'est en particulier dans cette mesure, d'ailleurs, qu'elle relève d'une approche anthropologique générale, sinon ethnopoétique. La tragédie attique se trouve donc insérée dans un scénario rituel qui est celui, en fait, de toute célébration cultuelle dans les cités grecques en général. Ici, par le biais d'une analyse morphologique à laquelle je me suis prêté, on peut remarquer que la célébration rituelle ou cultuelle en Grèce comprend de manière régulière, récurrente, 4 éléments. Une procession, en tout cas, c'est le cas évidemment des grandes Dionysies, une procession qui est ponctuée de chants,
avec la participation en apparat rituel de plusieurs corps constitués de la communauté, un sacrifice, c'est évidemment également le cas des grandes Dionysies, et un sacrifice développé qui est suivi d'un repas rituel auquel assistent les représentants et les représentantes de ces différents groupes. Les concours athlétiques, naturellement, on en a parlé tout à l'heure, qui réalisent les qualités physiques, mais aussi les qualités morales du citoyen aristocrate, et puis les confrontations musicales, ces confrontations dont nous venons de parler, avec des manifestations chantées, dansées, qui sont adressées en quelque sorte en offrande musicale, après le sacrifice, à la divinité, aux divinités éventuellement, qui sont célébrées. Dans les grandes Dionysies athéniennes, en particulier, la fonction musicale propre à toute célébration cultuelle importante, semble être assumée par un développement hyperbolique, non seulement des concours de tragédie, mais aussi, comme je l'ai mentionné, des concours de dithyrambes et également des concours de comédie. Sans doute, dans la comédie, la dérision ironique de Dionysos lui-même, comme par exemple dans les grenouilles d'Aristophane, n'est possible que dans la mesure où elle est ritualisée et surtout dans la mesure où elle est portée par les formes de la poésie rituelle, cette poésie qui est à la fois une poésie qui peut être une poésie de l'éloge, mais qui est aussi la poésie iambique, par exemple, la poésie du reproche et du blâme. Pour terminer, je constaterai que les concours athlétiques et les concours musicaux, qui sont donc partie intégrante de toute célébration cultuelle, de manière générale, dans les cités de la Grèce classique, que les concours musicaux, mais aussi les concours athlétiques, correspondent en fait aux deux fondements de la paideia, aux deux fondements de l'éducation grecque. D'une part, les exercices du gymnase, les pratiques du gymnase, et d'autre part, la pratique des lettres, mais la pratique des lettres, évidemment, par la poésie, récitation homérique d'une part, mais aussi chants choraux, comme ceux que l'on retrouve dans la tragédie. La dimension agonale est donc inscrite dans la pratique poétique grecque, quelles qu'en soient les formes. Preuve en soit, pour conclure, j'aimerais citer ici deux textes. D'abord, les vers composés par le poète Alcmon dans la Sparte de la fin du Ve siècle, des vers qui étaient chantés non pas par le poète lui-même, mais qui étaient chantés par des jeunes filles, des jeunes spartiates appartenant aux familles aristocratiques de la cité, en cette fin du 7e siècle ou début du 6e siècle, à l'occasion d'un rituel, et à l'occasion d'un rituel certainement à caractère initiatique. Et ces jeunes filles chantent en des vers qui malheureusement nous sont parvenus de manière tout à fait fragmentaire par le biais d'un papyrus, le chant mélos. Là on emploie ce terme de mélos que je préfère comme catégorie indigène au terme de lyrique. Le chant, de manière générale, le mélos, écartera de mes paupières le doux sommeil. Il m'invite à participer à la rencontre. Et le terme que j'ai traduit par rencontre, c'est agone. Donc vous voyez déjà la présence ici de l'agone dans cette poésie chorale chantée par des jeunes filles au 7e siècle
avant notre ère, et non pas Athènes, mais à Sparte. Et finalement, je secouerai Tinaxo, ce qu'on appelle un futur performatif, je secouerai avec force ma chevelure aux reflets dorés, et ces reflets dorés évoquent naturellement le désir érotique. Tout se passe donc comme si l'agone était d'emblée inscrit dans la performance rituelle de la poésie mélique. Et de même, deuxième texte que j'aimerais mentionner, de même en va-t-il de la poésie homérique, en particulier dans la description des récitations de l'Aède d'Hémodocos à la cour des Phéaciens, dans une scène que vous connaissez certainement. En effet, dans le chant 8, le poète homérique nous fait assister à la préparation de l'air de danse, et le terme employé ici, c'est choros. Choros, c'est à la fois le groupe des danseurs, le groupe des choreutes, mais naturellement aussi l'espace sur lequel ils ou elles évoluent. Au centre de laquelle ce choros, cet air de danse, ou ce choros au centre duquel l'Aède aveugle d'Hémodocos, est invité à chanter. Et son chant sera accompagné des pas de danse des jeunes gens dans la fleur de l'adolescence ou dans la fleur de la jeunesse, nous dit le texte homérique, le texte de l'Odyssée. Et cet air de danse circulaire est désigné comme un agone, un espace de joute et un espace qui est destiné à accueillir des concours musicaux, c'est-à-dire des agonès. Et le terme agone et le terme agonès sont employés dans ces quelques vers du 8e chant de l'Odyssée. Et à la fois la récitation par l'Aède d'Hémodocos à la cour des Phéaciens et les danses chorales qui l'accompagnent seront arbitrées par 9 juges, exactement comme c'est le cas des grandes Dionysies ou des Mousikoi Agonès, des grandes Dionysies. Et l'un des concurrents de ce Mousikos Agone mis en scène par Homère ou par l'Aède qui a composé l'Odyssée, l'un de ses concurrents, ce sera Ulysse lui-même qui, après Démodocos, va raconter ses aventures devant le roi de Phéacie et son épouse. Décidément, la littérature grecque n'est pas une littérature au sens moderne du terme, mais un ensemble de formes poétiques qui correspondent à des performances agonales, ritualisées et chantées, parmi lesquelles il y a la tragédie. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup de nous avoir rappelé de ne pas confondre littérature dans sa dimension conflictuelle que l'on peut repérer par la suite et ces circonstances de l'agone grecque dans la ritualisation. Moi, j'étais sensible à ce que vous disiez de l'importance de la participation démographique dans la description que vous faisiez et du coup comment dire, d'une année à l'autre, est-ce que la redistribution, comment se fait la redistribution du concours? Est-ce qu'il peut y avoir une consistance,
dans le concours, ou alors est-ce que il n'y a pas de précédent? Quelle est la valeur du précédent dans la ritualisation? Est-ce que c'est une question pertinente? Oui, elle est pertinente en pensant par exemple aux critiques qu'adresse Aristophane. Enfin, elle est pertinente de deux points de vue très précis. Le premier, ce sont les différentes allusions que vous trouvez chez Aristophane à des tragédies, très souvent des tragédies d'Euripide d'ailleurs, qui ont été représentées et qui ont éventuellement remporté le premier prix et dont Aristophane, en tout cas en ce qui concerne certaines scènes ou certains personnages, qu'Aristophane prend en dérision. Et puis, il y a la possibilité aussi pour le poète tragique, on en connaît un cas particulier, de réécrire et de recomposer et de remettre en scène une tragédie si elle n'a pas remporté le premier prix ou si elle a été l'objet de critiques. Donc là, l'agone est vraiment... enfin, l'aspect agonal de la représentation tragique a une influence sur la composition même, sur la rédaction même de la tragédie. C'est le cas, par exemple, de l'Hippolyte. Nous connaissons un Hippolyte qui est l'Hippolyte qui met en scène Phèdre et puis en son terme Thésée, mais il avait été précédé d'un autre Hippolyte, l'Hippolyte couronné, et cet Hippolyte couronné n'avait pas rencontré l'approbation du public, et c'est la raison pour laquelle, une dizaine d'années, non, 5 ou 6 ans après, Euripide a composé l'Hippolyte, et mis en scène naturellement l'Hippolyte que nous connaissons, dont ça a inspiré naturellement ensuite Racine dans Phèdre. Donc cette dimension agonale, elle est vraiment inscrite dans le travail même du poète. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Et alors, la tragédie recomposée est au concours l'année suivante ou par la suite? Oui, ou c'est concevable. C'est concevable. Tout à fait. Oui. Non. Donc les deux Hippolytes, alors du premier Hippolyte, nous n'avons que le titre et un ou deux fragments. Le second Hippolyte, c'est celui dont vous connaissez le texte. Les deux, naturellement, ont été représentés. Oui. Une tragédie n'existe que dans la mesure où elle est représentée. Et j'ai l'impression, on n'a pas de témoignage à ce propos, mais que le poète compose en tant que chorodidaskalos, dans son travail même de mise en scène. Il travaille certainement son texte avec les acteurs, et ça n'est sans doute qu'après la représentation que le texte est fixé en tant que texte et se met à circuler. On a là aussi chez Aristophane quelques témoignages, quelques allusions, disons, à la circulation de tragédies, de textes tragiques au sens propre du terme, sous forme de biblion, donc sous forme de petits rouleaux de papyrus. C'est le cas notamment des tragédies d'Euripide. Mais le texte, certainement, est fixé uniquement à l'issue même de la représentation. Et c'est dans cette mesure, sans doute, que, encore une fois, par Aristophane, le poète tragique, j'entends, est représenté comme didaskalos et chorodidaskalos. Il est d'ailleurs didaskalos aux deux sens, enfin, dans deux sens du terme. Il est didaskalos de son public, d'un côté, mais il est aussi et d'abord didaskalos du groupe choral et naturellement des acteurs, et c'est par leur intermédiaire qu'il devient le maître ou celui qui donne
qui entretient, disons, l'éducation du public. Donc on retient à la fois qu'il n'y a pas de tragédie ou de poésie lyrique sans dimension agonale, mais que ce contexte rituel fait qu'il faut être très prudent dans toute... Oui. Ça ne fait pas. Oui. Et pourtant, vous insistez sur la dimension de paideia qui pourrait contribuer à penser à la formation ou à l'éducation. Oui. Alors, de ce point de vue, deux réponses aussi qui portent sur finalement, vous l'avez compris, nos informations, nos renseignements sur la représentation concrète d'une tragédie sont évidemment très peu nombreux. Mais j'aimerais rappeler, d'une part, qu'une comédie d'Aristophane avait été jugée comme étant, comment dire, trop critique à l'égard d'un politicien, d'un grand homme politique. C'était, si je ne m'abuse, Cléon, le démagogue. Et à l'occasion de cette assemblée qui avait lieu dans le théâtre à l'issue du concours, dans le cas particulier du concours des comédies, l'Assemblée a décidé qu'on ne pourrait plus onomastie commodein, c'est-à-dire composer, donc jouer, représenter des comédies en nommant, en faisant allusion par leur nom propre à un certain nombre de personnages politiques. Et puis, l'autre point qui est important à propos de la paideia, donc comme je l'ai indiqué, la paideia grecque, ça on le voit, c'est développé ensuite par Platon déjà dans la République, mais surtout dans les lois. Mais enfin, on le sait du point de vue des institutions elles-mêmes, en ce qui concerne en tout cas l'Athènes du 5e siècle. La paideia, donc, s'appuyait à la fois sur les concours, sur les exercices gymniques, sur les exercices du gymnase, et puis sur les pratiques poétiques, chant, récitation homérique d'un côté, mais aussi, c'est extrêmement important, chants choraux, chants méliques de l'autre. Ce qui veut dire que l'agone lui-même, ne serait-ce que par l'intermédiaire des exercices athlétiques, est inscrit dans la paideia elle-même. Et cet aspect agonal qu'on retrouve naturellement ensuite dans les débats à l'Assemblée, dans les débats politiques à l'Assemblée, c'est pour nous Démosthène, Isocrate, etc., qui en sont au IVe siècle les témoins, est en quelque sorte une composante absolument essentielle de la culture grecque et du développement de la culture grecque, que ce soit en littérature, disons en poésie d'un côté, ou naturellement aussi dans le domaine de la rhétorique. Bien, écoutez, nous vous remercions de ce bel exposé que nous